les choses bougent très vite. Des tours entières se vendent dans l'espace d'une journée. Des fois, c'est même en l'espace de quelques heures. Des fois, c'est même avant même le lancement officiel du projet. Dubaï peut être la plus belle opportunité en termes d'investissement, comme ça peut être le pire cauchemar si on est précipité et mal accompagné. On prend le profil du client, on identifie les objectifs, la direction générale à prendre avec le client. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va développer une stratégie qui correspond exactement aux informations qu'on a récupérées. Ah ouais, donc en gros, c'est encore plus dingue que ce que je pensais en fait, les gars. C'est-à-dire que il suffit d'une décision pour changer de vie. C'est ce que vous allez découvrir dans Le Déclic, le podcast de ceux qui font la différence. Je suis Alec Henry et depuis des années, j'ai une seule obsession, comprendre les secrets derrière la réussite. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne inspirante pour décrypter son parcours extraordinaire. Alors écoutez attentivement ce qui va suivre pour découvrir votre déclic. je suis super content de faire cet épisode. Souvent, on parle de Dubaï, souvent, on parle d'investissement. La plupart des gens qui nous écoutent ici sont soit entrepreneurs, soit investisseurs, soit les deux. C'est un sujet que j'avais absolument envie d'aborder et vous êtes clairement les seules personnes de mon entourage, proche, moins proche, avec qui j'avais envie d'échanger, de discuter sur ces sujets. Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes dans ce monde-là, plusieurs dizaines d'années que tu es à Dubaï, en l'occurrence Benjamin, vous êtes à la tête d'une structure qui accompagne les gens à investir dans l'immobilier ici à Dubaï, qui s'appelle Investa. On va en parler au cours de l'épisode. Vous vous vendez comme étant les tailors justement de l'investissement, parce que ce que je trouve super intéressant avec vous, lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger, de discuter, voire même de travailler ensemble, c'est que finalement vous ne vous intéressez pas uniquement à acheter des biens, vendre des biens ou permettre à des individus d'investir dans des biens, mais de créer, construire des stratégies d'investissement court, moyen et long terme, totalement sculptées, dessinées, designées à l'image, aux besoins et à la situation de chaque individu. Et c'est aussi la dynamique et la, comment dirais-je, la volonté du podcast Le Déclic, c'est d'être adapté à chaque individu qui nous écoute pour leur permettre de leur donner les clés, les armes pour atteindre leurs objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Donc pour ça, merci d'être présent ici avec moi pour cet épisode qui va être, j'imagine et j'en suis sûr, extrêmement intéressant. Est-ce que, rapidement, pour celles et ceux qui du coup ne vous connaissent peut-être pas encore, vous pouvez individuellement rapidement vous présenter, puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec l'investissement à Dubaï. Moi, c'est Benjamin. Ma famille est ici depuis 1990, donc ça fait pratiquement 32 ans que nous sommes là. Du coup, ça m'a permis vraiment de vivre le Dubaï depuis, on va dire, depuis le début jusqu'à ce que ça se transforme en ce que c'est aujourd'hui. C'est plus du tout la même ville. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu beaucoup de changements positifs, surtout positifs, pour en arriver là où la ville est aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis issu de l'immobilier et de la finance, donc j'ai travaillé dans des sociétés, dans des startups pour faire des levées de fonds, du développement commercial, etc. Un peu partout dans le monde, et je suis venu me réinstaller à Dubaï il y a 2 ans, du coup avec Alex, pour monter Investa ensemble. Ouais. Voilà. Excellent, super intéressant. Et toi Alex ? Moi, pour ma part, je suis arrivé un peu plus récemment que Ben à Dubaï. Avant notre structure Investa, j'ai toujours été issu du milieu de l'immobilier. Avant ça, j'avais une structure pendant près de 9 ans, spécialisée dans la gestion de biens immobiliers de prestige, à Paris, Londres et Miami. On gérait pour le compte de propriétaires des propriétés de prestige, des hôtels particuliers, des penthouses qu'on gérait vraiment en service clé en main. On faisait également de la transaction, et puis voilà. Et puis au final, on s'est rencontré avec Benjamin, et il m'a fait découvrir son beau pays. Et voilà, c'est vrai que quand on vient du milieu, d'une réalité d'un marché immobilier européen, et quand on arrive à Dubaï, c'est vrai que
c'est un paradis pour les agents immobiliers, enfin du moins pour ceux qui vraiment le comprennent. Voilà. C'est vrai que c'est un paradis pour beaucoup de gens, pour beaucoup de professions, notamment pour les entrepreneurs. C'est aussi un paradis pour les investisseurs. Alors justement, rentrant dans le vif du sujet, on entend beaucoup de choses concernant l'investissement à Dubaï, beaucoup de choses positives. Que ce soit au niveau des rendements potentiels, au niveau de la rapidité d'exécution, au niveau de la dynamique globale de la ville aussi, où elle évolue énormément. Tu en parlais tout à l'heure, tu l'as vu évoluer. J'imagine que ça doit être assez dingue de voir année après année, voire dizaines d'années après dizaines d'années, une ville évoluer avec des bâtiments toujours plus grands, toujours plus fous, qui sortent de terre comme des champignons. Si vous deviez décrire l'investissement immobilier à Dubaï en quelques phrases simples pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont entendu dire des choses mais ne se rendent pas compte du potentiel ou de ce marché, comment est-ce que vous le décririez ? Je pense que de base, je pense que des personnes qui ont vraiment qui ont vécu peut-être un autre marché immobilier dans le monde, je me répète, et qui ont vécu le marché immobilier de Dubaï, je pense qu'on est vraiment sur... Le marché immobilier de Dubaï est vraiment propre à lui-même. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de comparable. On est sur un des marchés les plus immobiliers, les plus dynamiques au monde. On a fêté les 50 ans des Émirats du pays l'année dernière. Ce qu'ils ont fait en 50 ans, je pense que personne, même dans l'histoire, l'a fait. Et puis, bien entendu, par l'outil immobilier, je pense que l'immobilier était vraiment utilisé comme un outil pendant toutes ces années en faveur du développement de la ville. Donc forcément, comme tu l'as dit, oui, les buildings poussent, les projets, les quartiers se développent d'année en année. Mais voilà, c'est du coup tous ces éléments-là qui font le dynamisme de la ville. Donc je dirais que le premier point pour décrire le marché immobilier à Dubaï, c'est son dynamisme. C'est encore une fois, on est dans la ville, on va dire la mégalopole au monde, peut-être la dernière méga city où l'immobilier reste encore abordable, où il y a quand même encore une énorme marge pour le progrès. On est également sur un marché où forcément très très attractif pour toutes sortes de personnes, pour des individuels, pour des jeunes entrepreneurs, pour des familles, pour plein de raisons qu'on abordera plus tard. Mais en fait, toutes ces catégories de gens-là, forcément, poussent à l'attractivité de la ville, ce qui fait qu'il y a une énorme demande une énorme demande locative. Donc, si on devait décrire, encore une fois, je vais vous expliquer mon point ici, mais si on devait prendre tous ces éléments-là, le fait qu'on est dans une méga city où l'immobilier reste encore très abordable et où on est sur aussi également une des plus grosses villes en termes de tourisme au monde, ça fait que les prix de location sont quand même très élevés et les prix à l'achat restent encore très abordables, ce qui fait des rendements forcément très intéressants. Voilà, donc je dirais que c'est à peu près la logique un peu de la ville. De la ville, tu veux... Ouais, après moi, pour décrire, on va dire, le marché à Dubaï, moi je le résume très très court. Je dirais que c'est une ville où tout est possible. C'est un peu le rêve américain du Moyen-Orient, on va dire, où tout est possible, mais il faut rester quand même bien accompagné parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités et toutes ces opportunités n'ont pas la même fin. Donc pour arriver à des rendements aussi élevés comme Alex l'a mentionné, c'est très important en fait de concevoir sa stratégie vraiment d'une manière sereine et de pas sauter dans n'importe quelle opportunité où il y a beaucoup de marketing, etc. qui séduisent. Parce qu'il faut dire une chose quand même, c'est que Dubaï, de base, est une ville qui sait se marketer. Il y a beaucoup de marketing, ils sont très forts là-dedans, ils sont très forts en convainquant les gens de venir à Dubaï, etc. Et j'ai envie de dire, ce succès de marketing, en fait, il déborde un peu aussi sur tout ce qui se passe à Dubaï, etc. Et du coup, c'est très facile de se retrouver dans une situation où on est séduit par une opportunité immobilière qui, en fait, n'est pas ce qu'elle paraît. Voilà, n'est pas ce qu'elle paraît. On rend plus belle la mariée que ce qu'elle ne l'est réellement, quoi. Voilà. Ouais, je vois tout à fait, et c'est super intéressant ce que tu mets en lumière ici, et ça me permet de rebondir sur ce sujet. C'est
C'est vrai que Dubaï est extrêmement fort en marketing. Dubaï est connu pour être une ville qui a été pensée comme un business finalement, et qui est un très bon business model, très, très lucratif, qui a besoin de ce marketing pour pouvoir évoluer aussi rapidement que ça évolue notamment au niveau de la demande des biens locatifs par exemple. Même moi je l'ai vu, ça fait 1 an et demi que je vis ici. Les prix ne font que d'augmenter au niveau location, etc. C'est un truc assez incroyable. Et même en prenant en considération cette évolution, quand tu le compares par exemple à des villes comme Genève, de là où je viens, ou Londres, qui est la ville où j'habitais juste avant, on reste sur des prix au mètre carré qui sont encore, voilà, on va dire raisonnables ou sensés par rapport à des mégalopoles et par rapport à des villes d'opportunités comme celles que j'ai citées. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, comment identifier ou quelles sont les différentes choses de mise en garde qu'on pourrait partager à celles et ceux qui nous écoutent pour identifier une bonne d'une moins bonne opportunité, ou quels sont les éléments qui vont trigger, vous professionnels de l'immobilier, lorsque vous accompagnez quelqu'un, et réussir à dissocier le bon du moins bon, d'une opportunité qui a l'air un petit peu, qui est moins bonne en fait en réalité. Après, je pense que il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est que il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché immobilier qui pensent qu'au bout de quelques semaines, ils ont déjà tout saisi, ils comprennent déjà tout. Ça, je pense que déjà, c'est une erreur. Je pense que la chose principale, et je le répète, comme Benjamin l'a dit plus tôt, c'est que faut être bien accompagné. Ça, c'est le point le plus important. On n'est pas expert immobilier du jour au lendemain. Je pense que, encore une fois, là, tu nous as demandé quels étaient les points auxquels il fallait faire attention. Je pense que vraiment, pour être dans une optique d'un investissement safe, il faut vraiment aller dans le détail. Ouais. C'est ce qu'on fait. Là, on parle de développeurs, d'historique de développeurs, on parle de... on parle de quartiers qui existent déjà, voilà, d'historique, des nouveaux quartiers, parce que Dubaï, en fait, c'est une ville où il y a des quartiers qui naissent tout le temps. Donc, il faut suivre ce plan d'urbanisme. Ça, c'est très important pour identifier quelles sont les prochaines opportunités. Voilà. Ouais. On est à un marché qui est quand même, comparé au marché parisien, par exemple, qui est complètement à l'opposé. Je veux dire, les quartiers ont leur vie, ont leur statut, etc. Alors qu'à Dubaï, il y a des quartiers qui peuvent devenir rapidement des has-been. Voilà. Ouais. Et d'autres qui sont encore en plein désert et qui n'ont absolument rien, qui dans 2 ans seront the place to be. Exactement. Ouais. Après, on est sur une typologie, de ville qui est, voilà, comme Benjamin l'a dit, complètement l'opposé de ce qu'on connaît en Europe. En Europe, voilà, des marchés. Bon, voilà, moi je suis de Paris, donc. Même tout comme Genève ou tout comme Londres, ce sont des villes qui sont déjà complètement développées. C'est des villes où le marché secondaire est justement le premier marché. 95% des transactions immobilières qui se passent dans ces villes-là sont sur le marché secondaire, à la revente. Après, ça c'est parce que bien entendu, ces villes-là ont beaucoup plus d'historique que Dubaï. L'espace est déjà complètement rempli. Une ville comme Paris, ce que c'était il y a 10 ans, c'est la même chose que ce que c'est aujourd'hui, c'est ce que ça sera dans 10 ans également. Alors qu'ici, voilà, encore une fois, on est quand même sur un espace qui n'est pas encore complètement développé. Il y a encore, je ne sais pas si vous regardez la map de Dubaï, vous avez toute la partie côtière qui a été la première, qui a été complètement prise d'assaut. Et puis au fur et à mesure, on voit que ça se décale peu à peu de la côte. Mais vous avez un espace gigantesque au-delà de ça. Donc ici, le marché primaire, ce qui est coutume, c'est les nouveaux développements, le surplan. 80% des opérations se passent de cette manière. Ouais. C'est pour ça que je pense que aussi une chose, tu disais à quoi faire attention. Je pense que déjà, il y a un temps d'adaptation en tant qu'Européen quand tu arrives à Dubaï. Il faut vraiment presque oublier tout ce que tu savais de l'immobilier en Europe pour réellement comprendre et puis pouvoir aborder de la meilleure manière le marché de Dubaï. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un switch à faire en venant d'une réalité d'un marché européen. Ouais, c'est super intéressant et il y a aussi une fausse croyance que je vois lorsque j'échange avec différents entrepreneurs, amis, contacts qui veulent investir à un moment donné à Dubaï. C'est cette histoire du levier bancaire qu'on entend beaucoup, notamment en France ou autre. Ici, je sais qu'il y a notamment les plans de financement. Je sais aussi qu'il y a d'une certaine façon la possibilité d'utiliser le levier de la banque. C'est souvent un élément
peu connu. Comment ça marche le financement à Dubaï lorsque l'on veut investir dans l'immobilier? Alors j'imagine que bien sûr c'est propre aussi à chaque situation, ta rémunération, est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es entrepreneur salarié, est-ce que tu investis en société, aussi selon bien sûr le volume d'investissement que tu peux te permettre de faire, mais dans les grandes lignes, grosso modo, est-ce qu'on pourrait casser peut-être certaines croyances autour de ça? Parce que je sais que même en discutant avec certaines personnes, souvent ils se disent non mais moi c'est inenvisageable, investir à Dubaï il faut énormément de liquidités de prime abord, il n'y a pas le levier bancaire, etc. C'est complexe, alors qu'en réalité il y a des choses qui sont totalement possibles. Je pense que de base, le marché de l'immobilier Dubaï est vraiment accessible à tout le monde, vraiment tout type de budget. Alors oui, c'est vrai que je pense que vu de l'extérieur, des personnes qui ne sont jamais venues à Dubaï pensent que c'est les paillettes et que fait pour les, on va dire, pour les personnes à haut revenu. C'est pas du tout le cas. En termes de possibilités de financement, en fait voilà, prenons à partir du marché de l'Europe. En Europe, si jamais vous voulez acheter un bien immobilier, vous avez deux choix. Vous avez le premier, vous avez la trésorerie nécessaire, vous payez comptant. La deuxième, c'est vous passez par les banques sur X années avec X% d'intérêt. Ici à Dubaï, vous avez une troisième possibilité, celle que tu as brièvement mentionnée, qui est offerte par les promoteurs immobiliers, donc ceux qui construisent les projets. Ils offrent des facilités de paiement pendant toute cette période de construction. Quand je dis facilité de paiement, c'est-à-dire que vous pouvez étaler votre paiement pendant toute cette durée-là. Donc, en moyenne, un projet met 2-3 ans à être construit ici à Dubaï. Donc, on va dire un plan de paiement standard serait 50-50, c'est-à-dire 50% pendant la période de construction. Donc, votre paiement est étalé de manière régulière sur ces 3 années et 50% à la remise des clés. Et ça, c'est zéro d'intérêt. Donc, en fait, ici, sur le papier, vous pouvez devenir propriétaire avec un down payment, donc un apport de 15 à 25%. Voilà. Ok, ouais, ça ouvre énormément de possibilités. Et un autre sujet aussi, c'est que par exemple, y a une statistique qu'on m'avait transmise, c'est qu'en général, les clés vont changer de main entre 4 à 5 fois entre un individu à l'autre, avant justement qu'il y ait une première personne qui pose ses valises dans une maison. Est-ce que cette stat est correcte ou... Ouais, c'est courant. À Dubaï, c'est très courant parce qu'en fait, les gens, en fait, ça dépend des stratégies, mais il y a beaucoup de gens qui... En fait, le marché de Dubaï, en fait, si on le suit bien, en fait, c'est qu'on achète de la rareté. Voilà, c'est ça qui vraiment prime, c'est de pouvoir s'acheter ou obtenir quelque chose qui est très demandé. Donc, il y a beaucoup de gens qui se positionnent au lancement de projets pour ensuite le revendre avec une plus-value. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui se passe assez souvent. Il faut savoir que quand on achète sur plan, le prix d'achat est souvent, on va dire, entre 20 et 30% moins que le prix du marché. Voilà. Et du coup... On fait une plus-value instantanée. Exactement. Alors, instantané, non, mais une plus-value qui va se manifester au fur et à mesure qu'on approche la date de livraison. D'accord. Donc, en fait, on va dire que nous, on estime qu'en moyenne, un projet sur plan prend entre 7 à 10% de plus-value par année. S'il a bien été choisi. Voilà, s'il a bien été choisi, exactement. Ouais. Après, il faut aussi vraiment rentrer dans le détail parce que, voilà, comme on mentionnait avant, comme tu l'avais mentionné aussi pour ce qu'il en était de choisir une bonne stratégie, une bonne opportunité. En fait, il faut regarder. Donc déjà, il faut identifier le quartier, il faut identifier le promoteur. Donc le promoteur aussi, lui, est aussi important. Aujourd'hui, ça marche un peu comme les marques. Donc chaque promoteur a son histoire, son historique, a une valeur ajoutée sur les projets qu'il a déjà fait, mais aussi les projets qui sont d'avenir. Donc il y a souvent aussi maintenant, ce qui se fait beaucoup à Dubaï, c'est des partenariats avec des marques comme Missoni, comme Pagani, comme le W. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient assez tendance. Donc et après ça, il faut regarder donc l'unité en elle-même, donc l'agencement. L'étage, la vue, il faut vraiment rentrer dans le détail, voir ce qui se construit autour aussi. Très important ça. C'est exactement, parce qu'aujourd'hui on peut avoir une vue mer et le lendemain on peut se retrouver avec une construction juste en face qui bloque la vue. Donc ça, faut être au courant.
Donc voilà, ça c'est vraiment 3 points qui sont extrêmement importants pour justement avoir une plus-value qui augmente. Ouais. Et c'est super intéressant, je rebondis sur ça. Donc imaginons, je veux investir dans un bien qui représente... Laisse-moi rajouter un petit point juste pour clore ce sujet, parce que tu as mentionné, ta question de départ était est-ce que revendre, qu'un projet repasse de main en main avant que le premier pose ses valises, 5 à 7 fois, il n'y a pas vraiment de moyenne. Encore une fois, je pense que ça dépend d'un projet à l'autre. Ouais. Néanmoins, oui, il y a des cas où franchement c'était choquant, parce qu'il y a un fait qu'il faut garder en tête, c'est qu'ici à Dubaï, parce que forcément Dubaï n'est pas la seule destination dans le monde où il y a des nouveaux développements, où tu peux acheter sur plan. Néanmoins, Dubaï est un des seuls endroits où tu peux revendre ton plan de paiement avant sa livraison. J'allais y venir justement, c'est intéressant. Du coup, c'est exactement, donc c'est de là d'où vient un peu toute cette spéculation sur les biens, parce que voilà, comme Benjamin l'a mentionné, au cours de la construction, le prix augmente. Ouais. Comme il l'a dit, si on choisit bien son projet, ça peut prendre de 7 à 10% par an. D'accord ? Donc au final, ça plus le fait qu'à partir de 30%, donc ici vous pouvez revendre votre plan de paiement à partir du moment où vous avez payé 30% de la valeur du bien. Ça plus 30%, forcément ça ouvre une énorme fenêtre à la spéculation et donc à des personnes qui sont là pour simplement flipper. Donc ça c'est une des stratégies parfois qu'on met en place pour certains profils d'investisseurs, la stratégie du flip, c'est-à-dire jouer avec les plans de paiement, jouer avec le prix, jouer avec le temps, c'est-à-dire que vous pouvez revendre votre plan de paiement en cours de construction, ce qui amène au point que tu as mentionné, oui dans certains cas, tu en as qui revendent 5-7 fois avant même la livraison. On a même vu un cas sur un projet que je ne vais pas citer, mais où le plan de paiement a été revendu 13 fois avant la livraison. Incroyable. 13 fois, avec des premiums forcément. Ouais. Parce que le flip, c'est, bon, j'achète à un certain prix, j'attends que le marché monte et je revends à un autre prix. Ouais. C'est ça le principe. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Et pour expliquer aussi à ceux qui nous écoutent, pour donner encore plus de concret à ça, imaginons j'investis dans un bien à valeur de $800 000, pour prendre un bien au hasard. Je vais en tout avoir déposé 30% de mon apport initial, soit $240 000. À partir de ce moment-là, si le bien va prendre durant sa construction 5, 10, 15, 20% de plus-value, je peux revendre mon bien alors qu'il n'est même pas sorti de terre, je revends mon plan de paiement directement avec la plus-value sur base de ces $240 000. Non, sur base de ces $800 000. Des $800 000. Ok, c'est là en fait justement où il y en a qui font vraiment des opérations... des opérations complètement folles. Okay. Comme tu l'as dit, tu as le droit de revendre à partir de 30%. Okay. Donc, admettons, voilà, sur les 800 000, ça veut dire que tu as dépensé, à ce stade, tu as payé $250 000, un peu plus. $250 000, ton bien t'attend, je sais pas, 2 ans, il a pris 20%, il a pris 20% de valeur sur la base de 100%. 20% sur la base de 800 000. À ce stade, tu n'as dépensé que 250 000. Pourtant, il a pris 160 000 de valeur en plus. Il a pris, il a pris, en gros, parfois, tu en as qui doublent littéralement leur investissement juste au stade de construction. Exactement. Donc en gros, c'est encore plus dingue que ce que je pensais, en fait, les gars. C'est-à-dire que, typiquement, dans cet exemple, s'il prend 160 000 $ de plus, on passe d'un bien qui valait 800 à 960. Moi, j'ai payé que, du coup, 240, mais si je revends le bien, je le revends intégralement parce que je le possède, je solde mes 800 000 tu le revends à initiales. 250 plus 160. Ok, ça. Donc je fais en sorte d'avoir soldé du coup les 800 000 que je devais initialement au constructeur et je prends 160 000 de plus-value. Exactement. C'est ça. Et ça, le racheteur reprend le plan de paiement. Exactement. C'est monnaie courante. Après, c'est tellement, on va dire, profitable. Et puis, on va dire que je pourrais dire que le gouvernement et que le DLD, donc celui qui régit toutes les transactions immobilières, l'encourage. Mais bon, je pense que, disons qu'ils ne sont pas contre, mais ça ouvre justement cette fenêtre à la spéculation, ça ouvre cette fenêtre à toutes ces transactions immobilières folles. Voilà, c'est parce que c'est une des techniques assez courantes ici pour faire de belles opérations. Et avant de venir à d'autres techniques, etc., parce que justement, on a eu l'occasion déjà de travailler ensemble, j'ai eu l'occasion aussi de faire profiter de votre professionnalisme à 2-3 personnes autour de moi, et c'est ce qui fait que je suis content de faire cet épisode avec vous, parce que j'ai vu, je suis allé dans vos bureaux et j'ai vu même les stratégies que vous déployez pour certaines personnes. On va y venir dans quelques instants. Mais imaginons que
je suis dans le confort de mon canapé, j'écoute ce podcast ou je regarde ce podcast en ce moment même et je suis en France, je suis en Suisse, je suis en Belgique. Est-ce qu'on a obligatoirement besoin d'être à Dubaï, de vivre à Dubaï pour pouvoir investir à Dubaï, ou le marché de l'investissement immobilier à Dubaï est également ouvert aux étrangers pour justement dynamiser ce marché lui-même? Comment ça fonctionne si je suis étranger et que je veux moi aussi tirer profit de l'investissement immobilier à Dubaï? En fait, le marché, il est ouvert à tout le monde. C'est un marché, justement, qui a quand même beaucoup d'acteurs internationaux. Ouais. Il est tout à fait possible de devenir propriétaire à distance. C'est simple, hein, la procédure avec les promoteurs, c'est qu'on a besoin d'une copie de passeport et d'un transfert bancaire. Voilà. Donc ensuite, tous les papiers qui sont assignés, etc., sont envoyés directement au propriétaire, là où il se trouve directement, et c'est renvoyé à Dubaï. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, encore une fois, comparé au marché européen, tout est vraiment simplifié ici. Là, je parle dans le cadre d'investissement sur des nouveaux développements. Sur le marché secondaire, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, forcément, il y a trois personnes, voire 4, qui sont... Enfin non, en fait il y a 4 personnes, il y a 4 acteurs dans l'opération, parce qu'il y a l'agence, le vendeur, l'acheteur et puis le promoteur, peut-être si dans le cadre d'une revente de plan de paiement. Mais oui, dans le cadre de nouveaux développements, on peut complètement devenir propriétaire à distance. Tout le process est super simplifié. On peut devenir propriétaire en une journée. Ce qui est, encore une fois, le jour et la nuit par rapport à l'Europe. Ouais, et même en plus, j'ai envie de dire, sur le marché secondaire, justement, comme Alex l'a mentionné, il ne faut pas oublier que Dubaï, en fait, est dans une trajectoire où ils veulent éliminer le papier. Donc, en fait, tout se fait, tout se digitalise. Il n'y a pas besoin... Signature numérique, extrêmement dynamique. Exactement, sur le site du gouvernement directement. Ouais. Donc, ça devient de plus en plus monnaie courante à Dubaï, ce qui est une excellente initiative. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses. Ouais. Après, je voulais juste mentionner un point, puisqu'on parle des gens qui sont à distance ou des acteurs internationaux. Au niveau du financement que tu avais mentionné, je voulais juste dire qu'en fait, il est tout à fait possible d'obtenir des financements à travers les banques à Dubaï, même si culturellement, en fait, la raison pour laquelle c'était pas si monnaie courante avant, c'est que culturellement, comme on est dans un pays musulman, les prêts n'étaient pas vraiment autorisés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des prêts islamiques qui justement prennent en considération les lois, qui justement donnent la possibilité à n'importe qui en fait d'obtenir des financements à travers une banque. Maintenant, il faut savoir que pour obtenir un financement d'une banque, on ne peut qu'obtenir financement quand la propriété est livrée. Donc on ne peut pas avoir un financement à travers une banque pour un projet qui est off-plan ou qui est sur plan. Par contre, comme Alex l'a mentionné, souvent comme les plans de paiement sont du 50-50, on a la possibilité de financer 50% de la valeur de l'appartement aujourd'hui, donc le jour où il est livré, et du coup obtenir un financement à ce moment-là pour financer la partie restante. Ouais. C'est ça. En gros, à partir du moment où l'appartement est livré, vous avez les derniers 50%, et ceux-là, par contre, sont éligibles à du financement. Ouais. Et simplement pour clore cette question sur le fait est-ce qu'on peut investir à distance, je dirais même que dans certains cas de figure, quand on parle de projets qui sont extrêmement sollicités, parce que ici, parfois, les projets peuvent être vendus en une journée, ceux qui sont vraiment, et on parle de tours parfois de 50 étages. Parfois, en fait, vous n'avez même pas le temps vraiment de vous déplacer à Dubaï pour pouvoir y investir. Nous, on a, je dirais, peut-être 80% de nos clients déjà qui n'habitent pas à Dubaï. Et une grande partie d'entre eux ne sont même jamais venus à Dubaï. On est sur un marché, encore une fois, extrêmement dynamique. Faut jamais l'oublier. Ça fluctue beaucoup, c'est pour ça aussi qu'il y a des belles opérations à faire. Mais parfois, ce dynamisme, justement, ne permet pas d'avoir suffisamment de temps de venir te déplacer, etc. Voilà, ça, c'est un des cas. C'est pour ça, encore une fois, que je reviens sur le point. Il faut avoir un partenaire de confiance sur place. Il ne faut pas penser que le marché de Dubaï, parce que encore une fois, c'est super marketé, qu'on voit des choses... Finalement, les promoteurs immobiliers, même dans leur propre marketing, rendent les choses très compréhensibles, comme si c'était très très simple.
Mais au final, pour aller dans un investissement le moins risqué possible, il y a beaucoup de techniques. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire qu'on arrive ici, on a tout compris, j'ai besoin de l'aide de personne. Ici, le premier point, c'est trouver un expert, un accompagnateur de confiance sur place. Ça ne vous coûtera même pas plus cher. Exactement, c'est Voilà. ça. C'est le point que j'allais vraiment mentionner, c'est que ça n'allait pas coûter plus cher parce qu'en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, nous, on travaille directement pour le promoteur. Donc, nous, on est des brokers, donc on travaille pour le promoteur. On met en relation, en fait, le client et le promoteur. Et en fait, le client est engagé contractuellement avec le promoteur et pas avec l'agence immobilière. Si je peux rectifier, on travaille avec le promoteur, pas Oui, pour pardon. le promoteur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un point super intéressant à mettre en lumière, c'est que ça ne coûtera même pas forcément plus cher, contrairement, typiquement, on prend souvent le comparatif du marché en Europe, où ce sont des frais supplémentaires lorsque tu veux te faire accompagner par une agence, où tu as une commission taux plancher, plus un variable selon l'ampleur du projet, etc., plus les commissions de frais de notaire, plus les commissions côté vendeur, etc., etc. Et tout de suite, ça rend la chose plus complexe. Tu sais, il y a une question que quasiment tous nos clients qu'on rencontre pour la première fois nous posent quand ils viennent nous voir. En fait, quel est, basiquement, et même parfois c'est un peu sur le ton d'une blague, parce que c'est après qu'on soit sorti de 2 heures de rendez-vous, on explique, on éduque, on lui explique le plus, on lui débroussaille complètement le marché, et puis à la fin il nous demande, mais en fait, mais quel est mon intérêt de passer avec vous et non pas, je pourrais très bien aller directement au promoteur, et puis voilà, c'est plus simple. Alors je pense que c'est une question qui est assez intéressante, et je pense que c'est vraiment un cas d'école, mais il y a 2 raisons principales pour lesquelles, encore une fois, vous devriez vous faire accompagner. Donc déjà, comme Benjamin l'a souligné, ça ne vous coûte pas plus cher. Ouais. On travaille main dans la main avec les promoteurs, ce qui fait que ce sont eux qui nous rémunèrent. Ouais. Donc c'est-à-dire que si jamais un client va aller voir directement le promoteur pour lui demander exactement le même projet, la même unité, il va l'avoir au même prix qu'en passant par nous. Je dis au même prix parce que, encore une fois, toutes ces relations-là sont extrêmement régies et encadrées par le Dubai Land Department. Les promoteurs locaux ne peuvent pas proposer. Bon, après, il y a des exceptions parce que forcément, tout le monde ne respecte pas les règles. Mais les lois voudraient que les promoteurs ne proposent pas des prix plus bas que leurs collaborateurs, donc nous. Parce que ça serait considéré un petit peu comme du partenariat déloyal. Ouais. Voilà, bon, concurrence, partenariat déloyal. Ça, c'est la première chose. Du moins, nous, les promoteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps, qui sont des promoteurs très qualitatifs, respectent cette règle-là. Voilà, respecte cette règle-là. La deuxième, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que nous, en tant que broker, en tant qu'intermédiaire et en tant qu'expert, nous ne sommes pas biaisés. C'est-à-dire que vous allez aller voir un promoteur pour lui demander un projet et vous faire conseiller. Il vous dira jamais qu'il y a un projet voisin qui coûte moins cher et de meilleure qualité. Ouais, complètement. Parce que forcément, un promoteur vous vendra seulement ses propres projets à lui. Ouais. Nous, par contre, on n'en aura jamais rien à faire de vous dire que justement, il y a un projet plus intéressant à meilleur prix et de meilleure qualité juste à côté. Voilà. Ouais. Donc voilà, je pense que cette question est répondue par 2 simples points qui sont celui-là. Le fait mais il y a vraiment, aussi, je me permets de te couper, il y a vraiment 2 autres points. Vous ayant vu travailler, et c'est la raison pour laquelle aussi j'avais envie de faire ce podcast, c'est votre métier. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon focus, mon quotidien, je le passe à avoir la tête dans des KPI, dans des chiffres, dans du market, dans de la sales, dans de la strat business. Vous avez exactement la même config de vie, sauf que vous êtes dans des chiffres terrain, métier, invest. Tu parlais des quartiers, tu parlais des contacts avec les promoteurs. Clairement, si un jour je voulais investir X dizaines de millions par exemple en bourse, j'irai pas moi-même improviser trader en me réveillant un bon matin. J'irai tout de suite auprès de professionnels, un fonds d'investissement qui a déjà un track record. Là c'est un petit peu la même dynamique et je pense que c'est hyper important, et la plupart des gens qui nous écoutent ici aujourd'hui sont éduqués à ce sujet et soit vont aller se former vers des formations en ligne ou du conseil, du coaching pour développer leur business. Je pense qu'ils devraient faire exactement la même chose lorsqu'il s'agit d'investir. Et le deuxième point, c'est qu'en plus,
on en parlait en introduction, vous n'êtes pas juste là pour je veux acheter un bien, tiens un bien. Vous êtes vraiment là pour designer, créer toute une stratégie. Enfin, moi, je me souviendrai d'un truc, j'ai vu ça que chez vous. Et pourtant, moi-même, j'étais au capital d'une agence clé en main en France d'investissement immobilier. Et j'en ai vu plein et j'ai fait plein de consulting pour certaines structures qui promotent de l'investimo, etc. Mais tu arrives comme ça, tu as un fichier Excel avec limite ta ligne de vie, ligne de temps, t'as ton parcours d'investisseur, tu vois, ta customer journey d'investisseur, et tu sais que, ok, durant tel mois, si tu vas faire tant d'apports, tant de temps, pendant tant de temps, tac, tu vas pouvoir investir dans ce bien, puis ensuite, boum, on va enclencher grâce au fait que tu mets en économie tant d'argent pour investir dans l'immobilier, le deuxième bien à ce moment-là, puis après, boum, celui-là, il va commencer à faire du cash flow, ce cash flow, on va le remettre ici, ça va faire ce bien, puis boum, on va pouvoir vendre celui-ci et donc faire une plus-value là pour investir dans un plus gros bien. Et ça, c'est un truc unique qui fait que, enfin, un individu lambda, je pense pas qu'il aurait les capacités de le faire. 2, il y a une chance sur 10 qu'il arrive à le faire sans faire la mauvaise décision. Et 3, c'est votre métier. C'est votre métier tout simplement, et ça, c'est vraiment priceless. Justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, nous, en fait, on aime bien dire aux gens qu'en fait, nous, on ne vend pas des projets immobiliers ou des biens immobiliers, on vend des stratégies d'investissement. Et pour rebondir sur ton premier point, justement, en fait, il y a une grosse partie d'éducation qu'on met en avant auprès de nos collaborateurs. D'ailleurs, qu'on appelle collaborateurs et souvent collaborateurs et non clients, parce que voilà, on est dans l'optique de travailler dans la même direction. Mais c'est vrai que, en fait, nous, comparé à d'autres agences, on prend vraiment le temps d'éduquer, de former nos collaborateurs, parce qu'on part du principe que quelqu'un qui comprend ce qu'il fait est beaucoup plus apte à s'investir dedans. Ouais. Et du coup, passer plus de temps à être actif justement dans l'investissement immobilier. Ouais, complètement. Je reviens sur un point également. C'est drôle que tu en parles, c'est de la liquidité et de la rapidité d'exécution de ce marché. Petite anecdote, il y a de ça 2 jours, je discutais avec un pote avec qui j'étais à la salle et il me dit ouais, j'étais à Saint-Régis, super appart, etc. Je me suis limite presque fait foutre dehors par le proprio quand j'ai voulu renouveler justement 2 semaines de plus, parce qu'en fait il s'est réveillé le matin, il pouvait me renouveler, et l'après-midi il avait déjà vendu son bien, et donc c'était pas possible de renouveler, donc j'ai pris un autre truc. Et je dis ah ouais, c'est dingue. Il me dit ouais, c'est pas dingue, c'est Dubaï, c'est ultra rapide, etc. Est-ce que on peut faire un petit zoom sur cette liquidité du marché, la rapidité d'exécution à laquelle justement voilà, imaginons là, je sors du podcast du studio, il y a une opportunité, boum, j'ai un virement à faire, une signature à faire, un passeport à envoyer, et boum, je suis propriétaire. C'est assez incroyable quand même, et je pense qu'on peut zoomer là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais déjà, on peut commencer aussi avec nous. On a la coutume de faire beaucoup de lancements de projets immobiliers qui se passent tout le temps. Comme Alex l'a mentionné, des fois, des tours entières se vendent dans l'espace d'une journée. Des fois, c'est même en l'espace de quelques heures. Des fois, c'est même avant même le lancement officiel du projet. Donc, c'est vrai que les choses bougent très vite. Même sur le marché secondaire, etc., on peut avoir une liste d'inventaire existante et genre, à la fin de la journée, les biens sont vendus. Donc c'est important justement donc, dans cet accompagnement de préparer le terrain. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi. Donc on n'a pas l'habitude, comme je le mentionnais, on n'a pas l'habitude de vendre des biens mais des stratégies. Du coup, nous, en fait, quand on est au courant de projets qui vont se lancer, etc. Voilà, on en prend note, on prépare le client pour lui dire voilà, dans 2 semaines, on sait qu'il y a quelque chose qui se lance, on va pas acheter tout de suite, on va attendre un peu, que ça soit 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Enfin voilà, on va attendre la bonne opportunité, parce que encore une fois, le temps ne joue pas en notre faveur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, et du coup, pour pouvoir vraiment se sécuriser la bonne unité, il faut vraiment être prêt en amont. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on prépare bien en avance, et justement de positionner les clients pour que le moment venu, ils soient prêts. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu dois aussi être réactif et savoir que tu veux investir, que tu veux te positionner, parce que tu peux pas te dire au dernier moment je vais y réfléchir 24-48 heures. Exactement. Il n'y a plus bien 24-48 heures plus tard. En fait, l'idée aussi dans notre préparation, c'est que quand il y a un lancement, admettons, c'est pas que
la personne juste débarque et ok, c'est maintenant qu'il faut que je prenne la décision. Non, le travail préparatoire, il a déjà été fait bien en amont pour que justement notre collaborateur, notre client ne soit pas pris par surprise. Il savait que ça allait arriver, il est déjà préparé psychologiquement. C'est pas on te demande d'investir en une journée. C'est-à-dire tu le savais, on s'est mis d'accord, on sait à peu près les grandes lignes du projet, on sait que c'est une belle opportunité pour A plus B raison. Voilà, maintenant c'est le lancement arrive là demain, dans 3 jours, dans 4 jours. Mets ton expression of interest et au moins voilà, il y a pas de surprise. C'est tout le travail préparatif s'est passé en amont. Voilà, exactement. Donc nous en fait souvent ce qu'on fait, les premiers rendez-vous clients qu'on fait, c'est souvent justement prendre le temps de discuter avec le collaborateur, la prise d'information, l'éducation, etc. qui peut se faire bien en avance du moment où il va investir. Et c'est vraiment là l'aspect différenciateur. Donc comme je l'avais mentionné, nous, on ne pousse rien. Donc c'est vraiment une prise d'information justement pour pouvoir construire un portrait robot de la stratégie. Voilà. Sans ces informations-là, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc en fait, c'est comme une consultation où on prend le profil du client, on identifie l'objectif, les objectifs, la stratégie à suivre, la direction générale à prendre avec le client. Voilà, et ça, on a besoin de temps. Et du coup, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va développer une stratégie qui correspond exactement aux informations qu'on a récupérées. Ouais. Voilà, et la différence est là. Je pense que c'est important de mentionner parce que tu nous avais... je crois que tu nous as posé cette question un petit peu plus tôt. Mais... on va dire, nous, la chose dans laquelle on est spécialisé, c'est la création de patrimoine immobilier. Donc, c'est-à-dire que des personnes, par exemple, notre profil type de client qui va venir nous voir, c'est une personne qui va nous dire « je prends ma retraite dans 10 ans ». J'ai cette trésorerie, ce cash flow disponible. Dans 10 ans, j'aimerais que cette trésorerie disponible travaille pour moi dans 10 ans, que je puisse maintenir mon mode de vie. Et en fait, nous, on va justement l'accompagner dans cette démarche-là, c'est-à-dire faire travailler cet argent disponible aujourd'hui pour qu'elle travaille pour lui demain, pendant toute cette période de 5-10 ans, selon certains cas, mais en général, la majorité de nos clients, cette période d'investissement cette stratégie est basée sur du 5-10 ans, ce qui est d'ailleurs des cycles extrêmement courts en Europe, mais ici, c'est très standard. Encore une fois, en 5-10 ans, tu peux réellement te créer un patrimoine immobilier à vitesse grand V si tu es bien accompagné, que tu fais les bons choix et que tu es rigoureux. Donc voilà, ça, c'est le profil type de client qu'on a. C'est une personne qui va me dire « je prends ma retraite dans 10 ans, je veux que cette somme travaille pour moi dans 10 ans, je veux pouvoir maintenir le mode de vie que j'entretiens aujourd'hui ». Donc voilà, nous on va vraiment faire cette stratégie en fonction de ces critères-là pour que dans 10 ans, cette personne maintienne le lifestyle qu'elle a toujours connu et in fine qu'elle devienne au final rentier. Qu'elle perçoive que des revenus passifs, d'être dans cette passive income phases. Voilà. Ouais, exactement. C'est un business plan, c'est quasiment un business plan qu'on met en place. Et c'est vrai que nous, on a une vraie approche financière. Pragmatique. Exactement. Donc, et puis voilà, c'est aussi ça qui fait la différence avec de nombreuses agences ici à Dubaï, parce que justement, il y en a beaucoup, quand on parle d'investissement immobilier, voilà, c'est ça la marche à suivre. Et souvent, la plupart des agences immobilières n'y connaissent franchement rien à l'investissement immobilier. Ouais. C'est de se vendre en fait une vue et un agencement. Voilà, et ça s'arrête là. C'est vrai que j'allais dire presque notre business et puis notre modèle économique est presque né un peu de ce j'ai pas envie de dire ce manquement de professionnalisme, mais oui, plutôt ce manquement d'expertise. Ouais. Parce que moi, par exemple, quand je venais d'arriver à Dubaï il y a quelques années, je voulais investir à titre personnel. Et je me suis dit, on avait déjà depuis longtemps notre projet de structure en tête. Mais voilà, je me suis dit, je vais contacter des agences qui m'ont été recommandées, dont j'ai entendu parler. Et puis ça va me permettre de faire un peu le benchmark de notre future structure en même temps. Et honnêtement, le constat a été déplorable. Ça a été malheureux. On avait un modèle économique au départ sur une structure qui était complètement différent du positionnement qu'on a aujourd'hui.
On était beaucoup plus parti pour avoir une structure, on va dire, à échelle un peu plus, à une plus grande échelle, à faire, je n'ai pas envie de dire industriel, mais avec un bon service, mais à beaucoup plus grande échelle. On avait, c'est-à-dire mettre le paquet sur le marketing digital, etc. On avait une équipe qui était complètement préparée à ça. Au final, quand on a vu et quand on a eu le constat à notre arrivée de l'état du marché, on s'est dit c'est pas possible. Des personnes me disaient littéralement elles prenaient pas le temps, ils prennent pas le temps, ils écoutent pas, ils écoutent même pas vos besoins, ils essaient de vous vendre absolument ce qu'ils ont, quoi qu'ils aient à ce moment-là sous le coude. Ouais. Jusqu'au même, dans le pire des cas, et on a même quelqu'un qui m'a dit mais monsieur j'ai pas le temps pour vous. Ouais. Je lui dis mais attendez, comment ça vous n'avez pas le temps pour... C'est exactement ça, et comme Alex le dit souvent, en fait c'est ce dynamisme qui on va dire engloutit la partie service. C'est que voilà, c'est tellement dynamique et les projets se vendent tellement rapidement, etc., que au final les gens se disent je vais trouver quelqu'un quoi qu'il arrive, donc si lui il prend pas, je sais que j'aurai quelqu'un d'autre. Ouais, c'est plus du one shot parce qu'il y a un flux constant et permanent de nouveaux clients. Exactement. Ouais. C'est vrai que je l'ai vécu, hein. Tu sais, à Havani par exemple, à un moment donné je suis monté voir les penthouses en haut, etc. J'ai échangé avec 2-3 personnes, puis en fait pas du tout d'écoute, pas du tout de suivi. D'un coup, j'ai même pas la disposition de l'appart. Ah, tu veux faire quoi et tout machin. Il allait me proposer un autre truc qui avait rien à voir dans une autre tour, je sais pas où. Ouais, c'est vraiment déposer le chèque, oui ou non. Vous voulez signer, vous signez pas, voilà. Sinon, au revoir. Merci, au revoir, au prochain. Voilà, c'est. Et quelques semaines plus tard, quand j'ai recroisé l'agente dans l'ascenseur, c'est limite si elle m'a pas insulté parce que je n'avais pas répondu à son message alors que j'attendais un follow-up de ma part, tu vois. Et c'est assez incroyable ce truc, et c'est un constat que j'ai aussi fait et c'est pour ça que je trouve bien l'approche que vous avez. Ouais. Mais t'imagines quelqu'un, on te dit, attends, surtout qu'on parle quand même, on parle pas d'acheter un pain au chocolat ou un croissant, on parle quand même d'investissement immobilier, on parle de sommes importantes. À cette personne, tu vas lui dire j'ai pas le temps pour vous. Ouais. J'ai pas le temps pour vous. Enfin, encore une fois, ça me fait rebondir sur autre chose, mais à Dubaï, je reviens sur le point qu'on avait abordé un peu plus tôt. Il n'y a pas que des personnes aisées. Je pense que de plus en plus, le marketing et l'image que tout le monde a de Dubaï, c'est que des personnes aisées, que des endroits très chers, un lifestyle très, très, très luxueux. Je pense que il y a quand même une classe moyenne à Dubaï de plus en plus. Bien sûr. Dubaï s'ouvre beaucoup plus justement à ces classes moyennes. Ouais. Il y a des quartiers où c'est quasiment que pour ça, des quartiers étudiants. Bien sûr. Et de plus en plus de boîtes, par exemple, qui délocalisent leurs équipes ici pour différentes raisons, qui du coup t'invitent avec le visa, etc., à tout payer. Et ce sont des gens qui ont une vie normale, classe moyenne, et il y en a de plus en plus effectivement. Et voilà, donc il n'y a pas que des personnes très aisées. Je pense qu'il y a même des personnes qui, à l'étranger, voient Dubaï et se disent bon, il y a une bonne opportunité. Ils ont mis de l'argent de côté pendant toute leur vie. Ils ont épargné toute leur vie et là ils se disent bon, ça m'a l'air d'être la chose à faire. Je vais aller à Dubaï, je vais investir les économies de ma vie. Et à cette personne-là, tu vas lui dire non, j'ai pas le temps pour vous. Moi personnellement ça m'a choqué vraiment, et au point où ça a vraiment changé ta vision et ta perception du projet, et ça nous a même fait changer si tu veux notre positionnement. On s'est dit qu'il y avait un vrai manquement de service, un vrai manquement de prise de temps, d'écoute, d'éducation et de compréhension aussi. Exactement. Nous, si tu veux, on aime bien dire qu'on préfère prendre 10 fois plus de temps sur un client qu'on va garder pendant très longtemps, qu'on va accompagner, qu'on va voir grandir. Parce que franchement, c'est super gratifiant de voir un client qui était un peu hésitant au début, que tu as réussi à accompagner, qui va acquérir un appartement, puis 2, puis 3, puis à la fin, quelques années plus tard, il est rentier. Et t'as changé sa vie. T'as changé sa vie. On préfère prendre 10 fois plus de temps sur une personne pour l'emmener sur le long run et l'accompagner vers sa réussite que de prendre un temps ridicule pour 10 clients qui vont ça va être très transactionnel, plus de voilà. C'est parce que vraiment c'est gratifiant. Je pense qu'encore une fois il y a énormément de belles choses à faire à Dubaï si tu es bien accompagné, si tu prends le temps, si tu es rigoureux, si tu choisis bien tes partenaires. Voilà, et pour rebondir sur ce que Alex a dit justement, donc nous on n'est vraiment pas dans l'optique de faire des one shot. Tout au contraire, en fait, nous on noue des relations de long terme avec nos collaborateurs.
faut savoir aussi que voilà, quand on parle de devenir rentier, etc., il faut savoir que nous, en fait, on a une seconde branche de notre société qui fait de la gestion de biens immobiliers. Donc en fait, le principe est simple, c'est que on va dire pas sur la totalité, mais sur la plupart des stratégies qu'on met en place, où le temps de détention est un peu plus long, en fait, on propose le service justement de mettre en gestion avec nous le bien immobilier en holiday home, donc oui. en location court-moyen terme. Et justement, c'est à nous d'exécuter les stratégies qu'on met en place. Voilà, donc c'est bien, vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Exactement. Et c'est pour ça que je dis aussi collaboration, parce que voilà, comme on est amené à exécuter ces stratégies, on ne va pas vendre quelque chose dans lequel on ne croit pas. Voilà, parce que derrière, voilà, on est bien obligé de faire quelque chose avec ce bien et de le rentabiliser. Ouais. Là, c'est hyper important. Et justement, je reviens sur un sujet, c'est que donc on a bien compris qu'il y a les stratégies de flip, plus court terme, etc., comme on l'a évoqué avant. Et puis il y a les stratégies plus long terme, où tu prenais l'exemple du patrimoine. Je me crée un patrimoine sur 5, 10, 15 ans, etc. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier à Dubaï, on le voit, même moi en tant plus que locataire, et même je m'intéresse à pas mal de choses, notamment quand j'ai des discussions avec vous, 2-3 personnes avec qui vous avez pu collaborer. Il monte, il fait que de monter depuis un certain temps. Comment on fait quand on est des professionnels comme vous qui au quotidien devaient designer des stratégies adaptées aussi sur le long terme, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour essayer au plus possible, vous n'êtes pas Madame Irma, je ne vous demande pas un miracle ici, mais essayer au plus possible d'anticiper un marché aussi dynamique que celui de l'immobilier à Dubaï, sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans potentiellement. Je pense qu'il y a une courbe. Déjà, il faut regarder les antécédents de Dubaï. Alors oui, il y a eu plusieurs, je pense que Ben est encore plus au courant, sachant qu'il l'a vécu en personne, mais il y a eu des temps de crise, et je pense qu'encore une fois, comme sur tout marché immobilier, il y a une courbe à étudier tout au long. En Europe, on va étudier les courbes immobilières sur 20 ans. Ici, forcément, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc, on va les 20 dernières années. Voilà. Ici à Dubaï, je dirais que même on peut regarder les courbes sur moins que 20 ans. Après, forcément, dans le futur, c'est impossible de dire où est-ce que le marché de l'immobilier sera. Je pense que sinon... Non, bien sûr. Après, il y a des tendances à évaluer aussi. Donc après, il faut regarder ce qui s'est passé historiquement avec Dubaï, sachant que quand même, la ville n'est plus la même que ce qu'elle était avant. Donc les législations changent, c'est une ville qui est en constante évolution. Voilà, ils apprennent de leurs erreurs, ils tentent beaucoup. Donc par exemple, lors de la première crise entre 2008 et 2012, c'est vrai que le marché a explosé le début des années 2000 pour ensuite se casser la gueule naturellement. Mais voilà, c'était le tout début. Il faut savoir que Dubaï apprend de ses erreurs. Après, le marché est descendu très bas et il a commencé à remonter en 2014. Donc 2014, on avait ce second pic. Et puis ensuite, après, il était plutôt stable pendant presque 2 ans avant de dégringoler jusqu'au très bas, juste pendant le Covid. Voilà. Donc depuis le Covid, depuis la réouverture des frontières et de la vie normale, on va dire entre guillemets, à Dubaï, c'est vrai que le marché est en croissance, en pleine croissance, mais il faut savoir aussi que c'est une croissance qui est mesurée. Donc voilà, comme Alex l'a mentionné, le gouvernement régit beaucoup le marché de l'immobilier pour justement éviter les erreurs qui s'étaient passées auparavant. Ouais. Donc sachant ça, après c'est vrai que voilà, on peut pas prédire, mais comme je le disais, il y a vraiment des cycles. Et là, il faut regarder aussi, comme on dit en anglais, the bigger picture. Ouais. C'est une ville aujourd'hui qui, anciennement, était vraiment axée sur le tourisme, donc qui l'est toujours. D'ailleurs, ne serait-ce que cette année, le tourisme a augmenté de 97%. Voilà, ce qui est quand même une statistique énorme. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, il y a eu l'année dernière, en 2020, il y a eu l'Expo. Ouais. Voilà, il y a eu l'Expo. 2021, mais qui devait être en 2020. Ouais. Voilà, exactement. Mais c'est drôle, cette Expo aussi, je rebondis sur ça, parce que, tu vois, pendant l'Expo, moi j'étais présent, et t'as l'IMO qui faisait que de monter, tout le monde disait c'est à cause de l'Expo, après l'Expo ça va redescendre, etc. Finalement, c'est pas du tout redescendu. Non. Et puis,
je vais rebondir sur quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que, en effet, encore une fois, alors moi, si je devais un peu refléter sur mon expérience vécue, je trouve que c'est intéressant toujours de faire un peu le rapport entre business et expérience vécue. Ici à Dubaï, moi, et je pense que peut-être Ben n'a pas forcément le recul là-dessus, sachant qu'il a toujours vécu ici, mais moi, qui suis plus récemment arrivé, moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a choqué par rapport à l'Europe, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais une personne étrangère à Dubaï, et que je lui demandais, ça fait combien de temps que tu es ici, c'est la combienième fois que tu viens, et la réponse qui revient tout le temps, c'est ça, la 4e, 5e, 6e fois que je reviens, ça fait 3, 4, 5, 6 mois. Ouais. C'est une ville dans laquelle, et puis je pense pour plein de raisons, encore une fois, pour le lifestyle, pour toutes les opportunités business, pour la sécurité, voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est une ville dans laquelle les gens restent longtemps et reviennent. Ou reviennent et restent longtemps. Tu vois ? Et c'est pour ça, je rebondis sur ce que tu m'as dit par rapport à l'Expo. L'Expo, ça c'est encore une fois, c'est une chose que le gouvernement sait. Ils le savent. C'est pour ça qu'aussi ils mettent autant d'argent dans leur marketing, c'est qu'ils savent qu'une fois que les gens de l'extérieur vont au-delà de leurs préjugés, leurs croyances, préjugés, exactement, que tu peux peut-être avoir depuis l'extérieur de Dubaï, et qu'ils les poussent à venir, ils vont revenir et ils vont rester longtemps. Complètement. Ça, c'est quelque chose qu'ils savent. Et c'est pour ça que l'Expo universelle, donc pour le mentionner, je crois que c'était 15 millions de personnes en 6 mois, 16 complètement délirant. C'est vrai que peut-être sur le front, on avait l'impression que le vrai impact économique, c'était pendant ces 6 mois, mais c'est complètement faux. Parce que gardant en tête qu'on est dans une ville où les gens viennent et restent longtemps. 16 millions de customers qui vont revenir. C'est 16 millions de personnes qui vont revenir. C'est 16 millions de personnes qui vont revenir. L'impact. Dont certains, 10% qui vont venir vivre ici. Exactement. Le vrai but de l'Expo, c'était pas ces 6 mois d'économie. C'était l'impact que ça allait avoir sur les 3-5 ans à venir. C'est 15-16 millions de personnes qui vont revenir. C'est complètement dingue. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, si je peux juste clore ça, c'est compliqué, c'est même impossible de prédire où sera le marché immobilier. Mais il y a quand même énormément de signaux très positifs, dont forcément cette envie du gouvernement de toujours faire mieux, de toujours attirer plus de gens, de toujours trouver plus de raisons et d'offrir plus de raisons aux gens pour pouvoir rester et s'y sentir confortable. Ça, je trouve que c'est quand même un point important qui, on va dire, représente un signal très positif quant à l'évolution du marché, parce qu'au final, un marché immobilier, il est aussi basé quand même beaucoup sur la demande. Plus il y a de monde qui viennent ici, plus il y en a qui sont intéressés d'investir, forcément l'immobilier monte. Et je pense qu'aussi les prix immobiliers aujourd'hui ont quand même augmenté. On est sur une belle montée, parce que justement ça c'est de plus en plus attractif. C'est de plus en plus attractif. Justement, voilà, pour rebondir sur ce que Alex dit, investir dans un bien immobilier, c'est quand même investir dans le futur de Dubaï. Il faut savoir aussi que donc comme je le disais, les législations changent justement pour s'ouvrir à beaucoup plus de monde. Donc aujourd'hui, par exemple, pour les visas, on en trouve de toutes sortes. Avant, c'était très simple. Il y avait deux visas. C'était le visa touriste et le visa résident. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, sur toutes les professions libérales et individuelles, type créatives, etc., on peut trouver des visas en masse. Il y a des visas d'investisseurs aujourd'hui qui n'existaient pas avant, avec des statuts spéciaux, avec des considérations spéciales, etc., où on n'a pas besoin de résider à Dubaï pendant une période de 180 jours justement pour avoir ce titre de résidence. Donc il y a ces législations aussi. Après, du côté de la vie de tous les jours, etc., c'est des notions de loi qui s'ouvrent beaucoup plus à la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça attire de plus en plus de monde. Donc non seulement il y a la partie touristique, mais il y a la partie aussi résidentielle. Donc l'éducation est géniale ici. Voilà, comme Alex l'a mentionné, la sécurité est incroyable. Il n'y a pratiquement pas de crime. On s'y sent confortable.
Et du coup, ça donne vraiment envie aux gens de venir s'installer ici. Et c'est ce qu'on remarque. Et surtout, moi, de mon vécu, moi, je suis revenu pendant la deuxième vague du confinement qui était en France. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde qui avait fait la même chose, qui avait quitté la France pendant le second confinement et qui avait découvert Dubaï. Et justement, ils voulaient carrément s'installer à Dubaï. Voilà, ça faisait 1 à 3 mois qu'ils étaient là. Ils étaient super contents et ils voulaient venir s'installer. Ouais, c'est clair. Et je rebondis sur tout ça, c'est que moi, 100% des gens qui avaient des a priori négatifs sur Dubaï, en général, c'est qu'ils n'étaient pas venus. Ouais. Et quand ils sont venus, ils ont dit j'ai complètement changé d'avis. Du coup, c'était amnésie complète. Ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient dit avant. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. Non, et du coup, Dubaï a vraiment bénéficié de cette crise. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, auparavant, moi, quand je vivais à Dubaï, Dubaï était une ville qui souffrait des crises. Quand il y avait une crise internationale et tout, on le ressentait encore plus à Dubaï. Okay. Aujourd'hui, je trouve que c'est carrément à l'opposé. C'est que Dubaï, en fait, profite des crises. On l'a vu avec le Covid. Ouais, t'es pas le premier qui me dit ça. On l'a vu avec l'inflation et la situation économique en Europe. Les situations politiques également. Donc, par exemple, avec le conflit en Russie, il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui sont venus à Dubaï, qui ont commencé à investir, etc. Énormément. Donc, voilà. Donc, après, c'est pour dire que Dubaï ne suit plus le reste du monde en termes de crise et justement en profite. C'est vraiment une valeur refuge aujourd'hui. Ouais, complètement. Et je veux revenir sur un sujet, c'est que là, il y a eu énormément d'infos qui ont été partagées. Et je pense que le plus important, et je le remets en lumière, et c'est aussi pour ça que je suis content de vous avoir ici, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Et en ce sens, justement, on en a parlé en off tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent, là, je le dis maintenant volontairement, parce que ceux qui nous écoutent jusqu'ici, ça fait à peu près 1 heure qu'on fait l'épisode. C'est les plus sérieux, les plus motivés, les plus éveillés, que ce soit sur la plateforme audio ou la plateforme vidéo. On en avait parlé et vous avez offert la possibilité, l'opportunité, on peut dire, hein, parce que finalement c'est vraiment de votre temps, de votre expertise, de votre énergie. Pour celles et ceux qui le désirent, on mettra un lien juste en dessous de la vidéo ou au-dessous de l'épisode audio, d'une part du site Investa pour qu'ils découvrent, qui voient ce que vous faites, et un autre avec un calendrier leur permettant directement de réserver dans vos agendas personnels, soit à vous, soit à des membres de votre équipe ou vos associés, pour pouvoir justement identifier dans quelle mesure, par rapport à leur situation, l'investissement à Dubaï peut être une solution qui fit avec leur volonté de créer un patrimoine ou de générer davantage de richesse. Et ça, merci au nom de toutes les personnes qui nous écoutent, parce que moi-même, j'ai pu profiter de vos conseils. Moi-même, j'ai déjà pu vous envoyer 2-3 personnes de mon réseau pour profiter de vos conseils et puis aboutir à des investissements très intéressants. Donc, je sais la valeur qu'a votre temps et je sais la valeur qu'ont également vos conseils derrière. Donc stop. Donc pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous aurez un lien juste en dessous par rapport à ça. Et au-delà de ça, pour qu'on en vienne justement sur comment vous accompagnez les personnes au sein même d'Investa, pour ceux qui se posent la question, comment ça fonctionne. Imaginons, je réserve un appel avec vous, j'identifie effectivement suite à un échange, soit avec toi Benjamin, soit avec Alexandre, ou avec une autre personne, que je peux investir à Dubaï et que ça fit. Comment ça fonctionne? C'est quoi les différentes étapes? Moi j'ai vu un petit peu de l'intérieur et c'est absolument fou, mais pour ceux qui vous connaissent pas. Je dirais que le process est assez simple. Comme tu l'as dit, donc du coup, on fait un premier rendez-vous. Ça peut être sous forme d'un appel Zoom si jamais la personne n'est pas à Dubaï, ou dans nos bureaux si jamais la personne est sur place. Pendant ce premier rendez-vous, encore une fois, ce premier rendez-vous, ça va être de l'écoute, de la compréhension, de l'éducation. Comme Benjamin l'a mentionné plus tôt, on part vraiment du principe qu'une personne qui est éduquée et qui comprend ce qu'elle fait va avoir beaucoup plus d'appétence à s'investir sur le sujet. Donc voilà, vraiment la partie éducation est extrêmement importante pour nous. On veut que la personne comprenne ce qu'elle fait. Moi, encore une fois, j'aurais aimé au moment où je suis arrivé à Dubaï que quelqu'un vraiment m'explique les ficelles du marché. Parce que, d'ailleurs, parce que je n'avais pas terminé mon histoire plus tôt, j'étais venu, j'ai fait mon benchmark. J'ai été tellement déboussolé par l'état du marché qu'au final, je n'ai même pas investi à ce moment-là. J'ai investi au moment où on a lancé notre structure. Et au moment où j'avais vraiment compris le marché. Mais j'aurais aimé à ce moment-là que quelqu'un me déblaye le marché, me l'explique et m'accompagne. Donc au final,
in fine, le service qu'on propose, c'est un service que j'aurais aimé qu'on nous offre à nous, en fait. Voilà. Ouais. Donc voilà, pendant ce premier rendez-vous, je me répète, écoute, compréhension, éducation. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a toute cette, qu'on a récolté vraiment toutes les informations nécessaires, on va d'une part l'un de nos associés est vraiment spécialisé dans tout ce qui est stratégie d'investissement, etc. Donc lui, c'est vraiment lui qui va s'occuper de toute la partie de cette stratégie vraiment financière de création de patrimoine en fonction de toutes ces informations qu'on a récoltées pendant ce premier rendez-vous. Ouais. Pendant le même temps, on va passer en revue tout le marché pour pouvoir vraiment identifier les premiers projets qu'on va proposer pour commencer cette stratégie. Donc on l'a déjà mentionné un petit peu plus tôt, mais on travaille avec tous les promoteurs immobiliers du marché. Certains avec lesquels on ne préfère pas travailler par choix, et même au sein de chacun de ces développeurs, on ne va pas travailler avec tous les projets par choix également, parce qu'ils ne respectent pas nos critères d'exigence. À partir du moment où on a ces deux choses-là, donc à partir du moment où on a identifié, admettons, 10 projets sur le marché qui peuvent matcher ces premières étapes de cette stratégie, on va en shortlister 2 ou 3. On part du principe que c'est à nous de faire le tri, c'est nous les experts, on ne veut pas noyer la personne dans trop d'options, trop de possibilités. Je pense que ça a vraiment l'effet inverse. On récupère des clients tous les jours qui étaient super motivés à l'investissement. Et ça, encore une fois, c'est vraiment malheureux, mais c'est monnaie courante à Dubaï. Une personne va laisser son numéro sur un site, sur un formulaire, sur ce que tu veux, et ils vont se retrouver noyés par des personnes qui vont leur envoyer 40, 50 projets jusqu'à dégoûter la personne. On récupère des clients tous les jours qui étaient super motivés à investir et qui finalement, les personnes ne les ont pas écoutés, n'ont pas compris ce qu'ils voulaient. Ils se retrouvent avec des projets sortis de nulle part, et ça a eu l'effet complètement inverse. Dégoûté. Donc nous, à ces clients-là qu'on récupère, on leur dit écoutez, oubliez tout ce qu'on vous a dit, on va tourner la page, faire une page blanche, on recommence. Donc voilà, ça c'est vraiment notre travail, et je pense que des personnes qui envoient trop de choses, c'est pas du tout professionnel. Encore une fois, moi je me mets dans les chaussures d'une personne. Toi, est-ce que tu aimerais recevoir 15 propositions différentes ? Non, c'est clair. C'est pas à toi de faire le travail. Donc nous, voilà, c'est à nous de faire le tri. On part sur 2 ou 3 options maximum qu'on pense être les meilleurs matchs, les meilleures options pour ces clients-là. Ensuite, deuxième rendez-vous, on leur expose la stratégie de création de patrimoine. On leur montre, si jamais on est d'accord sur la direction à prendre, encore une fois, on est tout à fait flexible, on n'est pas borné sur la stratégie. S'il y a des ajustements à faire, on les fait. Ensuite, on leur présente les premiers projets qu'on a pensés pour, on va dire, les premières étapes de cette stratégie. On va vraiment rentrer dans le détail jusqu'aux constructeurs, aux matériaux. On va vraiment rentrer dans les chiffres. Ça, c'est vraiment notre spécialité. Dans des estimatifs locatifs, sur du long, moyen, court terme. On va vraiment aussi rentrer sur une étude de potentielle prise de valeur du bien. Voilà. Bon, pas mal de choses qui ont pour but de te donner réellement une vision réaliste de ce que ton investissement pourrait générer. Okay. Ouais. Si jamais la personne est du coup d'accord et contente de la proposition qu'on lui a faite et qu'elle veut passer à la prochaine étape, on va bien entendu l'accompagner dans toute l'acquisition, toute la partie administrative dont tu n'as pas envie d'entendre parler. On va vraiment l'idée est vraiment de tout faire pour eux, tout simplifier, toutes les prises de contact, absolument toutes les qu'on appelle ça, toutes les démarches, les formalités. Ensuite, une fois que c'est fait, si on parle d'un nouveau développement, donc avec une période de construction de 2-3 ans, on ne va pas rester les bras croisés et leur dire on se reparle dans 2-3 ans. Pendant toute cette période-là, outre les autres investissements qu'on pourrait proposer dans cette stratégie, pour ce premier investissement, on va rester en veille constante de potentielles opportunités de rachat, parce que comme on l'a énuméré plus tôt, on est sur un marché très dynamique, les plans de paiement peuvent se revendre, on peut faire des premiums très rapidement, on reste à l'affût de tout ça, on a une grosse base de clients qui même aiment se racheter entre eux, entre guillemets, leur plan de paiement, c'est arrivé beaucoup de fois. Et au moment de la livraison, donc si jamais la personne a gardé son bien, comme Benjamin l'a dit plus tôt, on lui propose, ce n'est pas obligatoire, mais bien entendu c'est un service qu'on propose, un service de gestion. Encore une fois, ici à Dubaï, les entreprises sont définies par les licences qu'elles détiennent.
Nous, en l'occurrence, on a cette licence on va dire transactionnelle qui nous permet de vendre et de travailler autour de transactions immobilières. Et on a la licence de gestion de biens. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait aussi. Même l'un de mes autres associés était mon partenaire sur la structure en Europe. On fait ça très très bien. Je pense qu'on a beaucoup de longueur d'avance sur la partie gestion. Donc voilà, l'idée est de proposer un service de gestion, clé en main également, pour optimiser les revenus. Et comme Benjamin l'a dit plus tôt, exécuter en fait tous ces estimatifs et toute cette stratégie qu'on a annoncée quelques années plus tôt. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment l'idée là-dedans, et de proposer quelque chose de clé en main et de fermer vraiment cette loupe, quoi, de fermer la boucle. Complètement. Et une petite question, combien de temps en moyenne peut durer ce process pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui tout de suite, premier rendez-vous, ça se passe super bien, c'est nickel, tac, deuxième rendez-vous, 1 bien, 2 biens, 3 biens qui lui sont proposés, on trouve la pépite, c'est noté, et puis tac, il a envie d'investir et d'avancer. C'est quoi, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois? Ça peut être très rapide, mais ça dépend. Ça dépend de quand on parle. Ouais. Si jamais on parle de la première consultation jusqu'à la deuxième, ça peut se faire en quelques jours. Nous, encore une fois, après ça l'estimatif de temps, on le donne pendant le premier rendez-vous. Aussi, ça dépend aussi de la stratégie, ça dépend de tout plein de choses. Tout à fait. Mais on va dire entre le premier et le deuxième rendez-vous, on peut très bien boucler ça en une semaine, 5 jours. Ça n'a aucun problème. Après, on n'est pas dans un rush. Ça, il faut pas oublier ça. On prend notre temps. C'est-à-dire que si entre le premier et le deuxième rendez-vous, on se rend compte que il n'y a pas forcément les biens qui correspondent à la stratégie à ce moment donné, mais qu'on a entendu parler d'un lancement prochain qui match parfaitement cette première étape de cette stratégie, on va dire, écoutez, votre stratégie, elle est là, elle est prête. On peut même faire le deuxième rendez-vous, bien entendu, pour lui présenter les informations qu'on a sur le projet, la stratégie, etc. On a dit, mais par contre, le lancement est dans 2 semaines. Ouais. C'est important de mettre en lumière ce point qui est vraiment pas de rush et on c'est attend. Ça, c'est tout ce travail préparatif. C'est comme on en parlait au début, c'est de prendre le temps et d'attendre justement que le bien corresponde à la stratégie. Oui, complètement. Et un autre sujet, tu parlais avant d'un de vos associés qui du coup est plus dans les chiffres. On n'en a pas parlé de ça, mais Investa, vous êtes combien d'associés? Comment ça fonctionne? On est 4 associés. D'accord. On est 4 associés. Il y a mon ancien associé de ma structure européenne et américaine, Lorenzo. Et on a Gary également, qui était un ancien confrère en Europe, confrère et ami. Et voilà, on est 4 associés. 4 associés très complémentaires, chacun bien sur sa partie. Une belle synergie. Ouais, complètement. Et c'est intéressant aussi de mettre ça en lumière, c'est la complémentarité de chacun. Et c'est ce qui fait cette offre un peu à 360 degrés que vous pouvez proposer. Un autre sujet, on a parlé un petit peu de pas mal de sujets au niveau de l'investissement à Dubaï. Quels sont, imaginons, je regarde l'épisode et moi je veux investir, je suis chaud, je me dis ah ouais trop bien, je vais réserver mon appel, etc. C'est quoi les prérequis en amont ou alors les points de vigilance à prendre en compte, que peut-être des fois vous avez des gens qui arrivent en rendez-vous chez vous ou qui vous appellent, qui vous contactent et puis là il y a un truc qui n'a pas été anticipé ou un truc qui était une fausse croyance sur Dubaï, peut-être qu'il n'y en a pas mais je me pose cette question. Vous avez ce retour marché, j'imagine, peut-être ce retour client direct. Moi je dirais que le prérequis, c'est de ne pas avoir de prérequis. Voilà. Ok. Non, c'est la vérité. Il ne faut pas arriver avec des a priori. On est encore une fois sur un marché qui est vraiment différent du reste du monde. Je pense que si on arrive avec trop d'a priori, je pense que ça peut bloquer et beaucoup freiner le procédé. Je pense qu'il faut arriver ici avec une certaine ouverture d'esprit. Encore une fois, être ouvert à être éduqué, à comprendre et à apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de comparable. On ne peut pas arriver avec une mentalité de l'étranger et puis penser comprendre aux premiers abords le marché de Dubaï. C'est complètement différent. Donc pour moi, je pense que vraiment le prérequis, c'est de ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir d'a priori, de ne pas avoir de prérequis. Voilà. Ok, je vois.
Et un autre point, c'est ici en général on investit plutôt en société ou en perso. Tu sais, en France par exemple, tu as ce truc de SCI, investir en société, investir en perso. En général ici, est-ce qu'il y a des statuts spécifiques pour ceux qui nous écoutent qu'il faut anticiper, ou en général ça se fait en perso? En général, ça se fait en perso. Faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles c'est mieux de le faire en perso aussi, c'est que déjà, de un, on n'a pas de limite sur les actifs qu'on peut détenir, déjà. Et le deuxième, c'est que si jamais on veut faire des financements, une société ne peut pas obtenir de prêt pour acheter de l'immobilier. D'accord. C'est aussi simple que ça. On peut que le faire en perso. Ok. Donc ça, c'est une des raisons principales pour laquelle c'est mieux de rester en perso. Et puis aussi, j'ai envie de dire, avec toute la paperasse et tout ce qui est administratif, c'est beaucoup plus facile en tant qu'individuel que quand on est une société. Après aussi, quand on est une société, c'est compliqué parce que voilà, faut avoir la licence faut être dans une zone spéciale, etc. Après, ça peut être régulé. Donc tout de suite, on tombe dans quelque chose qui peut devenir vite compliqué, alors que ça reste très simple quand on est en mode individuel. Ouais. Un autre sujet, vous avez tous les deux investi également à Dubaï. Et quels sont les comment dirais-je, là on parle beaucoup d'avantages, etc. Mais tu vois, pour aussi dire aux gens que y a des trucs où il faut faire attention. Je donne un exemple concret. Moi, j'ai un ami que vous connaissez d'ailleurs pour un de ses projets. Vous avez bossé avec lui là tout récemment. Lui, il a été un petit peu déçu par un ancien promoteur et un ancien projet sur lequel il a été positionné, parce que ça a retardé sa livraison. Il y a eu des retards énormes sur les travaux, etc., peut-être à cause du Covid ou quelque chose comme ça, bref, qui fait que un bien qui devait lui être livré en 2021 lui a été livré, là, il y a de ça quelques semaines. On est actuellement en mars 2023. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses, des points de vigilance, peut-être bien choisir les promoteurs? Bon, vous allez me dire, c'est certain, se faire accompagner par des professionnels, chose qu'il n'avait pas forcément fait à ce moment-là. Mais des points de vigilance sur lesquels il faut absolument être attentif, que l'on soit déjà à Dubaï ou que l'on soit à l'étranger et on désire investir. Je pense qu'il y a deux points, et puis c'est deux cas assez différents. Il y a le point, on va dire, général, et puis il y a le cas particulier de ton ami, parce que bon, c'est sûr que le Covid, la crise du Covid, ça c'était un peu, c'était pas l'intention des promoteurs, mais je pense que comme tout le reste, c'est pas seulement dans l'immobilier, beaucoup de choses ont été retardées. Ça a vraiment empêché les gens de travailler. Donc oui, il y a eu en effet des cas de retard. C'était un cas un petit peu exceptionnel. Ouais. Après, de manière générale, oui, il faut bien choisir ses promoteurs. Il faut bien choisir ses partenaires. Il faut bien rentrer dans le détail. Il y a toute cette partie, c'est des homework. Il faut vraiment aller. Faut vraiment aller les historiques. Il faut regarder les historiques des promoteurs. Si tu veux, regarde, il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères qui définissent si un promoteur est un bon promoteur. D'accord ? Il y a la qualité de définition, il y a le respect, si tu veux, des rendus 3D dans le cadre de nouveaux développements, encore une fois, mais il y a vraiment le respect de ces rendus 3D entre le lancement et le moment où c'est livré. Ça, c'est très important. Et puis, il y a les délais de livraison. Est-ce que les délais sont respectés ? Voilà, ça, c'est 3 points qui sont essentiels dans l'analyse, dans son choix d'un développeur. Et puis tout ça, c'est assez facilement vérifiable. Il y a des track records d'absolument tout. C'est sûr que tu ne vas pas aller choisir un développeur qui a eu, je sais pas moi, 6 mois ou 1 an de retard sur tous ces derniers projets. Mais ça, encore une fois, tu veux que je dise une chose, c'est que même aujourd'hui sur le marché de Dubaï, la majorité ou la grande majorité des experts immobiliers ne regardent même pas ça. Alors que c'est le B.A.-ba. Et je pense qu'aussi, encore une fois, on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. Les gens, et c'est pour ça qu'aussi Benjamin est vraiment une mine d'or pour nous au sein d'Investa, parce que déjà, peu de Français ont passé autant de temps que lui sur le marché local. Peu de personnes ont eu la chance de vivre Dubaï, de vivre vraiment l'évolution de Dubaï, de voir ces quartiers grandir, ces tours pousser. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres, c'est quelque chose qu'on vit. Ouais. Ce ressenti de savoir qu'un quartier, à un moment, était très en vue, entre guillemets, à un moment, et qu'il a été moins. Puis, vraiment, cette évolution-là, je pense qu'il faut la vivre. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché qui vont même pas retracer ce qui s'est passé il y a au-delà de 10 ans.
Ouais, il y a eu beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont eu des énormes soucis financiers il y a des dizaines d'années. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Ouais. Tout ça, c'est à en prendre en compte. Donc, encore une fois, de manière générale, oui, on en revient, il faut bien choisir ses développeurs, il faut bien choisir ses projets, il ne faut pas faire des décisions à la va-vite, sinon forcément ça crée des surprises. Nous, on aime bien dire que Dubaï peut être vraiment la plus belle opportunité en termes d'investissement au monde immobilier, comme ça peut être le pire cauchemar si on est précipité et si on est mal accompagné. Voilà, donc encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait de bien choisir ses partenaires parce que ça peut changer complètement votre expérience. Ouais. Dans quelle mesure, si on pousse le trait plus loin, justement pour mettre en exergue, parce qu'encore une fois, je vois la qualité de vos conseils, il y a la possibilité de même réserver un appel avec un d'entre vous. En plus, j'insiste sur un point, ça coûte même pas plus cher aux gens. Comme on l'a dit en évidence, c'est même pas un frais, un truc lorsqu'on travaille avec un professionnel. Tu dis, ça pourrait être le pire cauchemar. Si on tire le trait, imaginons quelqu'un qui arrive, qui ne veut pas se faire accompagner pour X ou Y raison. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans ce cadre-là ? C'est c'est tomber sous le marketing, évident, comme Benjamin l'a dit plus tôt. Les meilleures opportunités sont pas forcément sont même très souvent pas les plus évidentes, sont pas celles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc je pense que l'erreur principale, ça serait de vouloir tout faire soi-même. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de raison justifiable à ne pas vouloir se faire accompagner, ouais. Sachant que ça coûte rien. C'est un service gratuit, c'est une expertise gratuite, c'est quand même complètement dingue. Il n'y a pas de schéma comme ça en immobilier en France. Toute consultation en France ou autre part en Europe coûte quelque chose. Ouais. Ici, en l'occurrence, se faire aider ne coûte rien. Ouais. Voilà, aujourd'hui, le pire qui puisse arriver, c'est que le bien ne corresponde pas à ce qu'on pensait avoir acheté. Voilà, surtout sur une ville comme Dubaï, où il y a des quartiers qui poussent dans tous les sens, etc., et de se projeter soi-même, ouais. En pensant qu'on connaît la ville et que voilà, on place des billes sur un quartier qu'on ne connaît pas, une localisation qu'on ne connaît pas, un historique qu'on ne connaît pas, et de penser que ça va fonctionner. Et puis même encore autre chose. Une belle opportunité pour un n'est pas forcément une belle opportunité pour d'autres. Parce qu'on parle de profils d'investisseurs différents, on parle de stratégies différentes. Un bon projet peut être un bon projet pour une stratégie et peut être un super mauvais projet pour un autre type de stratégie. Ouais. Ça, c'est encore une subtilité, mais une subtilité qui a toute son importance dans un process d'investissement. Ouais, complètement. Et je reviens sur un point aussi au niveau du marketing, c'est hyper important parce que on pourrait très vite se fourvoyer. La plupart des gens qui nous écoutent, 100% des gens qui nous écoutent sont francophones, la plupart du coup sont français. Et en France, il y a eu toute cette effervescence des formateurs, des gens qui vulgarisent l'information autour de l'investissement immobilier en France. Et un des trucs qui ressort le plus, c'est acheter des ruines, rénover-les, et c'est là qu'on fait les plus belles plus-values, les plus gros rendements, etc. C'est pas complètement faux pour la France, c'est même carrément vrai et souvent de belles opportunités, alors qu'à Dubaï, on est plus sur quelque chose de complètement différent. C'est choisir des beaux projets avec des belles finitions, avec quelque chose de bien fait, etc. Mais du coup, tu peux très bien trouver sur un projet qui paraît super beau de prime abord comme ça, mais pas savoir vraiment identifier les petits détails, les petites choses, et puis après te faire avoir. Et pourtant, sur le papier, c'était parfait. Moi, je pense que tu l'as très bien résumé, mais il y a une énorme analyse d'informations. La data. Ouais. C'est de la data. Tu peux pas, encore une fois, tu ne peux pas vraiment analyser la chose parce qu'elle n'existe pas encore. Donc forcément, ça va être de l'analyse d'informations. Est-ce que tu sais lire entre les lignes ? Ça, c'est notre rôle à nous. Et je pense que tu as fait un parallèle qui est intéressant. En France ou en Europe, alors oui, il y a de très belles opportunités quand il s'agit d'acheter et de rénover. Parce qu'on est sur un marché, encore une fois, complètement différent. On est sur un marché qui est super mature, où tout est où a déjà été complètement saturé. Donc au final, on est sur un marché qui est assez plat. Et puis les meilleures opérations immobilières, c'est de l'achat pour de la rénovation et puis revendre derrière. Ici, ça se fait un petit peu. Néanmoins, il y a des opérations beaucoup plus intéressantes et beaucoup moins compliquées à faire.
Ouais, limite, je pense qu'ici, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais plus simple si tu achètes du vieux, un bien qui a peut-être 10, 15, 20 ans, de le démolir et de reconstruire quelque chose de A à Z par-dessus. Après, tu démolis pas des immeubles, hein, donc. Ouais. Mais oui, non, il y a des belles opérations, mais là, on est sûr. Et on le fait d'ailleurs, on le propose. Ça, c'est un autre service qu'on propose. C'est on a des partenaires en aménagement d'intérieur, des super designers à prix franchement super compétitif, où justement eux vont ça c'est encore une fois, c'est pour un certain type d'investisseur qui est un peu plus ouvert, où il y a déjà une certaine barrière, enfin une certaine confiance qui a été établie. Mais nous en général, ça nous est déjà arrivé d'identifier des biens, on va dire, comme tu l'as dit, dans des buildings qualitatifs mais un peu plus vieillots, où notre partenaire va, on va dire, tout casser, tout retaper, et derrière franchement il y a des belles plus-values à faire. Ouais. Il y a des belles plus-values à faire, mais c'est beaucoup plus fastidieux comme procédé. Ouais, ça nécessite une expertise totalement différente, c'est plus d'engagement, c'est plus de suivi. Alors, oui, il y a une expertise additionnelle. Oui, il y a une expertise additionnelle. Et c'est pour ça qu'on a notre partenaire en aménagement. Ouais. Ouais. Une autre question, c'est quoi là, c'est plus ma curiosité, on va dire, d'entrepreneur, parce qu'à la base, j'ai l'habitude surtout d'accueillir des entrepreneurs ici sur le plateau, et vous êtes des entrepreneurs, mais on a surtout fait un focus sur l'investissement à Dubaï volontairement. C'est quoi l'objection principale de la plupart des gens peut-être que vous avez en rendez-vous ou autre lorsqu'il s'agit d'investir? Le truc qui va bloquer ou le truc qui va les empêcher potentiellement de passer à l'action. Alors peut-être qu'il n'y en a aucun parce que les gens sont extrêmement qualifiés, éveillés, et tout ce travail préalable est fait, ou peut-être que ce travail préalable a été fait justement pour pallier à des problématiques ou des objections que vous avez anticipées ou que vous aviez dans le passé, mais c'est plus pour comprendre un petit peu la psychologie du client auquel vous faites face. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment de principales objections. Comme tu l'as mentionné, la plupart de nos clients sont qualifiés, ou les rendez-vous qu'on fait sont de nature précise. Après, je vais dire, les quelques freins qu'il peut y avoir, c'est plus sur les préjugés. Okay. Voilà, ou de l'historique de Dubaï. Donc par exemple, investir sur plan, c'est risqué parce que voilà, peut-être que le bien ne sera jamais livré, ou il y a toujours des problèmes de construction à Dubaï. C'est pas un endroit où la pierre est sûre, voilà, où le marché fluctue beaucoup trop. C'est trop risqué, on ne sait pas ce que ça va valoir demain. J'achète aujourd'hui, peut-être que ça va tomber. Voilà, j'en ai aucune idée. Donc c'est vraiment ce genre de préjugés qui peuvent revenir. Tu as soulevé un point intéressant dont il faut qu'on parle, qui est vraiment cette sécurité, cet encadrement du gouvernement sur les transactions immobilières. Tu l'as dit, Dubaï tente beaucoup de choses pour justement trouver la bonne solution et puis verrouiller cette solution-là. Il y a 20 ans, c'est sûr que les nouveaux développements, etc., c'était quelque chose d'assez nouveau. C'était pas très bien encadré. Les développeurs faisaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je pense qu'encore une fois, Dubaï a beaucoup trop à perdre par rapport à ça. Parce qu'en fait, au final, Dubaï repose aussi quand même en grande partie sur son image. Et ça, les gérants de Dubaï le savent très bien. Donc, ils font extrêmement attention à leur image. Ils font extrêmement attention. Ils laisseront jamais les erreurs du passé survenir une nouvelle fois. D'accord, parce qu'encore une fois, Dubaï apprend de ses erreurs. Dubaï apprend de ses erreurs pour trouver la bonne combinaison dans tous les secteurs. Et sur l'immobilier, cette mauvaise image, on va dire à cause du comportement de certains développeurs dans le passé, ça, ils laisseront plus jamais ça se passer. Le Dubai Land Department aujourd'hui, qui est l'institution du gouvernement qui gère les transactions immobilières, a mis beaucoup de restrictions. C'est-à-dire les développeurs ne font pas ce qu'ils veulent, ne construisent pas comme ils veulent. Aujourd'hui, rien que pour démarrer une construction, il y a beaucoup de sécurité. Par exemple, beaucoup de barrières à l'entrée. Par exemple, un promoteur immobilier qui veut lancer un nouveau projet doit déposer 50% du coût total de la construction sur un compte séquestre auquel il ne peut pas toucher jusqu'à ce que la dernière clé soit remise
aux nouveaux propriétaires. Rien que ça a littéralement filtré le marché. Ça a été une vraie révolution dans le secteur de l'immobilier ici. Et encore une fois, Dubaï, le gouvernement tente à vraiment encadrer le mieux possible pour que les erreurs du passé ne se repassent plus. Ouais. Et justement, quand on parlait de technologie, etc., enfin voilà, Dubaï même un office d'audit en place, justement. Donc, c'est un office d'audit qui appartient au gouvernement, qui va visiter chaque chantier de la ville, chaque 3-4 mois, pour donner l'évolution du chantier. Donc, aujourd'hui, voilà, le gouvernement suit tous les chantiers, etc. D'ailleurs, l'application, elle s'appelle Dubai Rest, qui est accessible justement à tout le monde. En fait, on la parcourt, on va dessus, on tape le nom d'un projet, on peut voir à quel stade de la construction le chantier en est, on peut voir les photos, voilà, et le assessment du chantier. Voilà, donc aujourd'hui... Même en Europe, on n'a pas cette visibilité-là. Exactement. Et même sur des... Il y a beaucoup de transparence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de transparence, et c'est important parce que voilà... Avec les erreurs du passé, il faut rassurer les investisseurs. Et justement, Dubaï met tout en place justement pour rassurer ses investisseurs. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Tu parles d'applications, j'y pensais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des applications type que vous voulez recommander ici, mais moi je vois même Dubizzle ou plein d'autres applications. Bayou, Property Finder. Exact. Et là, tu vois aussi en transparence l'évolution du prix à la location, l'évolution du prix à l'achat, les dernières transactions à l'achat, et ça c'est quand même incroyable. C'est top. Après c'est quand même légèrement différent parce que toutes ces entreprises-là sont des entreprises privées. En l'occurrence, Dubai Rest est une application qui est connectée directement à de vraies institutions gouvernementales. Tu fais bien de le souligner. Donc après il ne faut pas non plus se laisser... il faut faire également attention. Je ne dis pas que l'information... Vérifier ses sources à chaque fois. Tout à fait. Je ne dis pas que l'information sur laquelle ils communiquent sur ces plateformes privées est tout le temps faux ou tout le temps vrai, mais je pense juste qu'il faut quand même prendre du recul. Voilà, rester sur ses gardes. On ne sait jamais, parce qu'au final, eux, leur but en soi est quand même de te vendre quelque chose. Voilà. Après, ça se trouve, à la vitesse où Dubaï évolue, bientôt il y aura une blockchain spécifique IMO Dubaï qui va être créée, où toutes les transactions seront référencées dans des smart contracts spécifiques, vérifiées par justement DLD ou d'autres institutions du gouvernement comme ça. Et là, ça serait absolument dingue. C'est certainement la direction dans laquelle on va, parce que voilà, déjà tous les contrats d'achat entre les clients et les promoteurs passent par le Dubai Land Department, quoi qu'il arrive. Donc c'est centralisé d'une certaine façon. Et d'ailleurs, un point, j'ai encore 2 autres questions, mais ça rajoute une nouvelle question intéressante, c'est qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aussi investir ou payer même leur location. Bon, après, c'est différent, là, tu traites directement avec le landlord ou des choses comme ça, le propriétaire du bien et autres, mais même dans l'investissement, c'est possible de payer en crypto à Dubaï. Et ça, c'est quelque chose d'assez dingue, de complètement fou, je dirais même. Alors... Pour payer en crypto, il y a certains promoteurs qui acceptent la crypto directement. Donc je peux en nommer un, c'est Ellington qui a un compte exclusivement dédié aux investisseurs qui ont de la crypto. Après, souvent, ils disent qu'ils acceptent de la crypto, mais ils passent par un tiers parti qui fait la conversion. Voilà. Donc nous, on peut faciliter ça aussi. On travaille avec des partenaires qui justement ont pour but de convertir la crypto en monnaie, en fiat, et de pouvoir l'utiliser pour investir. Donc soit en cash, soit en manager's check, comme on dit, qui est l'équivalent d'un chèque, sécurisé. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et après, ça me fait penser aux autres aspects où on accompagne également. C'est qu'en fait, nous, on a conçu tout un écosystème autour de la transaction immobilière. Donc, ça soit sur le fiscal, le légal, s'il y a des testaments à faire pour la succession, le rapatriement de fonds, le transfert de fonds, la création de sociétés, l'aménagement, l'ameublement. Donc, en fait, nous, on a notre core business, mais ensuite, on a sélectionné tous les meilleurs partenaires dans chacun. De partenaires, exactement. C'est un vrai écosystème. Je pense que Benjamin a cité pas mal de solutions.
pas mal de ces secteurs d'activité qui pourraient toucher à un moment donné la vie de l'investisseur, ouais. L'investissement. Et voilà, l'idée était vraiment de créer un écosystème un peu autosuffisant. Ouais. Et pour chacun de ces secteurs dans lesquels on n'est pas expert, on ne peut pas être expert de tout, on a un core business comme il l'a dit, mais du moins on a passé du temps à vraiment trouver ceux qu'on pense être les meilleurs partenaires dans chacun de ces secteurs. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant de voir justement cette vision de l'écosystème qui est la vision que je partage finalement, où pendant des années je me suis attelé à créer avec le consultant entrepreneurs.com tout un écosystème de partenaires, et c'est même dans cette vision que c'était comme une évidence pour moi de vous proposer ce podcast, parce qu'encore une fois, l'entrepreneur il fait de l'argent, tant mieux, c'est bien, super, en tout cas c'est le but de tout entrepreneur, outre le fait d'apporter de la valeur et de trouver des solutions à des problèmes, mais au bout d'un moment tu as envie de développer ton patrimoine, d'investir cet argent, de pouvoir avancer, d'où l'importance de mettre en lumière des personnes qui comme vous vont apporter cette solution à ceux qui nous écoutent. J'ai 2 dernières questions à vous poser. Si vous aviez le top 3 conseils ou 2, 3, 4 conseils, peu importe, à partager à celles et ceux qui nous écoutent pour justement investir à Dubaï, ou en tout cas commencer à entrevoir la possibilité d'un investissement à Dubaï, lesquels seraient-ce? Je me permets le premier, peut-être de se faire accompagner, de réserver absolument un appel avec vous déjà, mais outre ces éléments-là, ce serait quoi les top Je dirais le deuxième, c'est vraiment de prendre le temps et de faire sa due diligence, de faire ses devoirs, de checker les informations, voilà, de vérifier ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est surtout voilà, de prendre le temps et de ne pas se laisser emporter par le dynamisme. Okay. Voilà. C'est un deuxième point. Et puis je dirais que peut-être le troisième, c'est venez voir, venez par vous-même. Bah oui, venez voir. Je pense qu'on se rend jamais mieux compte qu'en venant par soi-même. Voilà. Ouais. En plus, c'est plutôt agréable de venir ici. C'est addictif. C'est ça. Et le dernier point, c'est la question que je pose à chaque fois à ceux que j'ai sur le déclic. Là, c'est cool parce que j'en ai 2 pour le prix d'un. Parmi tout ce qui a été partagé dans cet épisode, alors en général on parle plus d'entrepreneuriat, de parcours personnel, etc. Et j'inviterai chacun de ceux qui nous a écoutés, s'ils veulent aller voir un petit peu qui vous êtes plus en profondeur, d'aller sur votre site, sur vos LinkedIn respectifs, etc. Mais est-ce qu'il y a un truc, chacun à votre tour, un truc dans votre parcours, dans votre vie, que ce soit sur le plan perso, pro, un déclic, une situation, ça peut être une situation, une citation, une réflexion, un truc choquant qui a vraiment créé une transformation identitaire chez vous par rapport à votre parcours personnel, professionnel, entrepreneurial, que vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous écoutent. Ça peut être la motivation, ça peut être un tips, peu importe. Moi je vais commencer. Alors pour moi, dans ma carrière, je travaillais souvent solo. Donc j'étais consultant, je développais des business pour des boîtes externes, etc. À travers le monde. Mais je travaillais souvent solo, j'intégrais pas la structure en soi. Et pour moi, le gros déclic, parce que j'étais un entrepreneur quasiment toute ma vie. Voilà, j'étais à mon compte, j'avais mes objectifs. Voilà, je faisais un peu, je faisais beaucoup de choses en même temps, mais en fait, je prenais tout à ma charge. Voilà. Et pour moi, le gros déclic s'est passé vraiment aussi avec Investa. C'est que j'ai intégré une équipe. Voilà. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui a changé ma vie, parce que voilà, je ne vivais plus tous les problèmes et tous les succès en mode solo. C'était vraiment, je partageais les tâches, les réflexions, les brainstorms, etc., de trouver des solutions aux problèmes et tout. Et du coup, on me l'avait mentionné. Souvent, je travaillais directement avec les fondateurs des sociétés que je représentais. Et ils me disaient tous que souvent que j'avais pas d'expérience en équipe, etc. Et que justement, ça pouvait
m'impactait négativement. Et du coup, j'ai vu vraiment la réelle différence d'intégrer une équipe et d'être bien entouré. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, je sais que dans n'importe quel business que je vais monter, je sais que je serai toujours entouré de bonnes personnes. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important et je vois vraiment la différence, même si j'avais du succès auparavant. Là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ça donne une autre dimension. Une autre dimension, exactement. Intéressant. Merci pour Voilà. ce partage. Écoute, moi pour ma part, je dirais que ouais, j'ai probablement eu deux déclics. Peut-être un qui était il y a beaucoup plus longtemps, qui était vraiment celui du voyage, ou d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. J'ai vécu dans pas mal d'endroits dans le monde. Je pense que les premiers voyages dans lesquels tu t'incorpores d'une nouvelle culture, de nouvelles personnes, etc., ça te fait vraiment, enfin ça je l'encourage. J'encourage franchement n'importe qui à aller un jour avoir cette expérience, d'aller vivre, travailler, monter un business autre part. Ça va vraiment t'ouvrir l'esprit. Après, à titre vraiment beaucoup plus professionnel, je pense que pendant longtemps et dans mes business passés, je courais vraiment derrière le résultat. Alors, je ne parle pas du résultat satisfaction, je parle plutôt justement du résultat financier. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment stimulés par ce résultat financier. Aujourd'hui, nous, avec justement avec le service qu'on rend, je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore plus gratifiant, c'est vraiment rendre service aux gens, de les voir satisfaits. La satisfaction client, franchement, ça vaut beaucoup plus que n'importe quelle récompense financière. Et je pense que dans l'entrepreneuriat en général, c'est un cercle vertueux. Si jamais on est là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire si on est là juste pour aller exécuter en vue d'en tirer des bénéfices, je pense qu'on n'est pas vraiment... je pense que le business à un moment va se retrouver face à un mur. Par contre, si jamais tu es là parce que tu as identifié un besoin, que tu es là et que tu vas vraiment rendre service et justement créer cette satisfaction-là, forcément derrière ça va générer. Mais je pense que c'est vraiment... Pour moi, ça a été un déclic parce que forcément, quand j'ai commencé mes premiers business, c'était on est tous entrepreneurs parce qu'on est tous stimulés aussi à un moment donné par je pense, une indépendance financière. Mais je pense que je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment faire ce switch, vraiment avoir ce déclic qu'un entrepreneuriat réussi, c'est parce que tu as répondu à un vrai besoin et que tu rends au final le service. Ouais. Voilà. Et finalement, ça crée vraiment un cercle vertueux. Et c'est une façon différente d'aller chercher encore plus de résultats, mais une façon plus saine, peut-être un peu plus lente, mais beaucoup plus saine et beaucoup plus solide sur le long terme également. Complètement. Parfait. Merci messieurs pour ce moment passé Alec. ensemble de qualité. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aussi ont apprécié. Ils peuvent nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast, en mettant un avis sous le podcast Apple Podcast ou directement en commentaire sous la vidéo YouTube vu qu'on a été filmé aujourd'hui. Merci en tout cas vraiment pour cette opportunité. J'avais vraiment envie de faire cet épisode. J'en ressors extrêmement satisfait avec beaucoup de clés et beaucoup de valeur qui a été délivrée. Et je sais aussi la valeur de ces conseils, la valeur de votre temps. Donc au nom de toutes les personnes qui nous écoutaient, merci pour ça. Et puis merci Avec aussi plaisir. pour l'opportunité que vous offrez à nos auditeurs. Le fait de leur permettre d'échanger directement avec vous, c'est vraiment top. Merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir vus. Merci Alec. Merci.